Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur les kits solaires et sur les éoliennes qu'on trouve sur internet. Je fais cette vidéo parce qu'on me demande beaucoup de conseils sur ce qu'on peut acheter en ligne. Moi je ne suis pas toujours vendeur de matériel et il y a certaines marques que je ne vendrai jamais, mais à la limite il y en a qui peuvent fonctionner et que je pourrais conseiller. J'ai commencé il y a 3 ans à faire ce genre de... J'ai répertorié pas mal d'éoliennes, pas mal de matériel, puis la tâche étant laborieuse, je n'ai pas laissé tomber mais j'ai mis de côté. Et depuis à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je me retrouve à faire beaucoup de dépannage chez des gens chez qui ont été installés des kits d'entreprises très connues, je ne vais pas pouvoir les citer, et où c'était clairement des problèmes de conception, de dimensionnement, de la faute des vendeurs de kits, vraiment de leur faute, évidente, des choses que je n'aurais jamais vendues, des panneaux solaires inadaptés aux régulateurs, des onduleurs hybrides inadaptés aux batteries, tout un tas de choses qui font que le client ne pouvait pas avoir un truc fonctionnel, c'était forcément la faute du client, non garantie, silence radio, débrouille-toi. Et moi, quand j'arrive, il faut refinancer le système pour remettre en marche. Et à plusieurs reprises, j'ai failli appeler les différents distributeurs de matériel, les vendeurs de kits, pour les mettre devant leur fait accompli, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. J'étais plutôt énervé. Et je me suis dit, bon, on va faire différemment, parce que c'est quand même encore partir en guerre. Je vais informer les gens pour qu'ils soient un peu alertes avant d'acheter. Parce que... si les vendeurs ont des limites ou s'il y a des choses qui ne se passent pas bien, parce que ce sont des commerciaux, plus ou moins techniciens, il faudrait quand même que la personne qui prend l'initiative d'acheter en ligne un kit soit d'abord capable de le dimensionner, de contrôler qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Ou en tout cas je pense que sur les abonnés de ma chaîne, beaucoup sont bricoleurs et beaucoup aiment se débrouiller tout seuls, donc il y a des choses à contrôler. Et j'ai voulu vérifier quand même par moi-même que ces kits existaient, que c'était pas une erreur d'un devis particulier, d'un stagiaire, d'un intérimaire, de quelqu'un qui aurait fait une bourde. Est-ce que sur les sites, les kits basiques, les premiers kits qu'on trouve, ceux qu'on redimensionne pas, ceux qu'on a par défaut, tous ceux qu'on a dans les listes kits autonomes, kits autoconsommation, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'il n'y a pas un truc plus ou moins grave? J'ai été quand même surpris. J'ai été surpris. Et donc, vous allez voir. Donc, après avoir recherché sur internet les différents sites qui proposent des kits solaires en autonomie et autoconsommation, enfin principalement autonomie, j'en ai sélectionné 9 qui sont dans le désordre ici. Donc il y a Batterie Solaire, ASE Énergie, MyShop Solar, What You Need, APB Énergie, Mon Kit Solaire, Kit Solaire Discount, Up Solar et Allo Solar. Je suppose que vous avez tous à peu près entendu parler d'eux. Je les trouve assez représentatifs du marché français aujourd'hui, en tout cas sur la toile. Et je leur ai à tous envoyé un mail plus ou moins identique, à peu près le même, parce qu'il y en a avec qui j'ai déjà des relations, puisque ASE Énergie, c'est un de mes fournisseurs. Et où je leur ai expliqué que j'allais faire une vidéo sur le sujet et qu'il y avait un certain nombre d'erreurs ou de problèmes de dimensionnement sur leur site internet et que je souhaitais leur en parler, échanger avec eux, les informer des différentes erreurs pour voir s'ils pouvaient corriger. Et pourquoi pas qu'ils puissent modifier avant que je fasse la vidéo, avant que je fasse des copies d'écran ou autre. Puis qu'on pourrait aller un petit peu plus loin, un petit peu sur le sujet, s'il y avait un partenariat à faire ou autre. Bon, sur le partenariat, je m'étais un petit peu avancé, puisqu'il faudrait qu'il y ait un certain engouement. Alors j'ai eu tout d'abord, parmi tous ces vendeurs, il n'y a que Batterie Solaire où j'ai pas eu à leur dire qu'il y avait des erreurs sur leur site parce que j'en ai pas trouvé, ou très très peu. Donc on va voir ça un petit peu plus loin. Sinon tous les autres, il y avait quelque chose qui allait pas. Donc vous voyez, dans le lot, il y a toujours quelque chose. Il y en a que 3 qui m'ont répondu. Donc ASE Énergie, What You Need et Allo Solar.
qui m'ont répondu en général amicalement, avec chacun ses termes, chacun son approche. Il y en a qui regardent mes vidéos, il y en a d'autres qui sont abonnés, il y en a d'autres qui sont un peu plus commerciaux, il y en a qui ont un peu plus peur, il y en a qui sont OK pour des partenariats. Enfin, c'est... Voilà. Et puis, sinon, j'ai rajouté après Shock Discount, Solar Shock, avec qui je travaille déjà. J'ai pas eu besoin de leur demander, en fait, je dis juste parce que mon kit solaire, le site Mon Kit Solaire a plus de similitudes avec Shock Discount qu'avec les autres. Donc, je voulais avoir un comparatif. Alors, je vais commencer par vous présenter les différents sites en 3-4 images pour vous montrer de quoi on parle. Et puis ensuite, on va parler des problématiques qu'on a sur tout ce qui est kit autonome. Alors, on commence par Allo Solar. Avant, c'était Hello Solar. Ils ont changé de nom. Donc, ils proposent un certain nombre de kits autonomes avec des batteries Pilontech, des batteries Ultracell et tout un tas d'autres batteries, de l'onduleur Victron, de l'onduleur EPVR, 2-3 autres marques qu'ils proposent d'habitude. Lorsqu'on clique sur le kit, on a la description du kit. C'est un kit déjà dimensionné. On peut le mettre dans le panier, mais on ne peut pas le modifier. On peut ajouter, en naviguant dans le site internet, des produits en plus. D'ailleurs, ils proposent des choses que les autres gens auraient déjà achetées, enfin à mon avis c'est ce qui manque au kit, pour passer à la caisse après et puis commander le kit. Ensuite j'ai été sur APB Énergie. Pourquoi APB? C'est un des fournisseurs pro aussi de matériel, donc il n'y a pas de raison. Il propose aussi des kits autonomes. Alors il propose de le faire sur mesure, c'est pas mal. Bon là je ne vais pas le faire sur mesure, je vais regarder ce qu'il propose par défaut quand on veut acheter un kit tout court. Alors il y en a pas mal des kits. Et là, il propose de la batterie Ultracell et du matériel Victron, entre autres. Lorsqu'on zoome un petit peu dessus, on a le détail du kit. Je crois que c'est d'ailleurs un des seuls sites qui propose le kit sans les câblages, je crois. Et les câblages sont en option. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ce détail-là, parce que ça bouge un peu, un site internet. Sur le site, ils parlent, ils n'ont d'ailleurs pas de problème de batterie. Eux, ils disent qu'il y a beaucoup de sites qui sous-dimensionnent les batteries. Donc effectivement, ils ont tendance à bien les dimensionner. Ensuite, le site ASE Énergie qui a changé récemment, qui est un de mes fournisseurs, sur lequel j'ai rarement vu des soucis graves, parce que ça fait un moment que je navigue sur ce site. Mais bon, lorsque je suis rentré dans le détail, j'ai pu leur envoyer un mail plus détaillé. Donc eux, ils travaillent quand même avec du Victron, beaucoup de batteries Victron, de l'Ultracell, alors c'est pas du WKS, c'est du Effecta de mémoire. Et puis lorsqu'on rentre sur le détail du kit, on a le détail et on peut commander en ajoutant des batteries par exemple. D'office, il y a une quantité de batteries données ou une quantité de panneaux donnés, on peut modifier les quantités. Je ne sais pas si c'est contrôlé après. Mais en tout cas, on peut rajouter des longueurs de câbles et autres. Sur le site de batterie solaire, alors ce site, je l'aime plutôt bien. Là, il a changé ce site, mais il est plus récent. On peut trouver des kits en 12, 24, 48 volts. Alors, c'est la tension des batteries. Ça ne veut pas dire qu'il y a un onduleur ou pas. C'est juste que c'est comme ça qu'il le classifie. Moi, j'ai sélectionné 24. J'ai été un petit peu plus loin dans la liste pour prendre quelque chose à peu près à 3000 watts. On voit qu'on a quelque chose à peu près à 11 000 €. Là, sur ce site, comme je vous disais, j'ai très peu vu de problème de dimensionnement. C'est pour ça que le prix est relativement élevé, parce qu'il n'y a pas de problème. Il y a des quantités de batteries qui vont bien. On peut changer un certain nombre de choses dessus. On peut vérifier le stock. Et chose que j'aime bien, il y a le schéma. Alors, il y a certains sites qui l'ont aussi, donc ça permet de savoir comment c'est prévu de le câbler, ce kit. Et puis, il y a tout en haut à droite un petit onglet marqué guide, avec un S. C'est souvent marqué guide batterie. Et vous avez tout un tas d'articles qui sont en fait, alors ils ont classé par article parce qu'ils avaient envie de le faire comme ça, ils ont un blog aussi, mais c'est tout simplement, c'est un peu comme Victron, les livrets Énergie sans limite, là où Victron and Wired, ils expliquent ce que c'est qu'une batterie, les détails d'une batterie, enfin il y a des thèmes et j'ai vu rarement des erreurs, ils sont plutôt explicites. Ils vont dans certains détails qui sont très intéressants sur la durée de vie des batteries lithium, sur qu'est-ce que c'est qu'une batterie liquide, acide ou verte, OPZS, OPZV. Ils sont vraiment bien calés là-dessus et moi je trouve que c'est un plus. Je n'ai pas tout été vérifié parce que je n'ai pas pu, puis jusqu'à présent je n'ai pas trouvé beaucoup d'erreurs. Je trouve ça pas mal. Ensuite, le site Shock Discount qui est un petit peu plus générique, dans le sens où c'est beaucoup plus orienté panneaux solaires onduleurs, il y a très peu de batteries. Mais sur la partie gestion avec batterie, alors il propose un petit peu d'autonomie, mais c'est surtout
de l'autoconsommation avec stockage. Donc ils ont des armoires en fait, ils travaillent avec MAD-ENR, ils ont des armoires, des panneaux solaires, des quantités de batteries, surtout Pilontech, ou des propositions avec Solax, et puis bien sûr les armoires Billy. Et donc ils ont des offres de rétrofit et de gestion de surplus des kilowattheures. Donc je l'ai rajouté dans la liste. Pour le site Kit Solaire, eh bien, ils ont aussi tout un tas de kits avec du Victron, du Solar Farm, je crois, la batterie. Et puis, lorsqu'on clique sur le kit, donc on a le détail du kit, on peut changer les quantités là aussi. Donc, on est sur de onduleurs basiques sur ce kit-là, mais ça peut être quelque chose dans Victron. Et puis après, on commande. Il n'y a pas de complexité, c'est assez simple. Le site Mon Kit Solaire, alors, il est très orienté injection réseau. La plupart du temps, il nous propose de dimensionner le kit, ce qui n'est pas trop mal. En général, on choisit la puissance, le mode de pose, tout ça, et c'est très souvent du micro-onduleur. Ça aboutit énormément là-dessus. En règle générale, sur le site, j'ai remarqué qu'il proposait du micro-onduleur et de l'onduleur rétrofit. C'est-à-dire une solution d'injection de réseau et une solution de stockage qui gère l'injection réseau. C'est une façon de faire. Et donc, il me semblait qu'ils avaient des kits en autonomie, mais en fait, c'est un assemblage des deux pour l'autonomie. Donc, c'est pas mal non plus, hein. C'est pas de l'autonomie, mais ça peut être considéré comme avec le bon dimensionnement. Donc, ils proposent des packs, AP Storage, bon, c'est la même chose que Daiei, c'est couplé avec du Soluna, batterie que j'ai déjà testé sur ma chaîne. Hein. Et puis, lorsqu'on fait notre propre dimensionnement, ils nous proposent des kits. Des structures avec des micro-onduleurs APS, des panneaux solaires, et pof, à la fin, ça nous fait un kit qui peut être considéré comme autonome, on va dire. MyShop Solar, alors ils sont quand même pas mal connus parce qu'ils ont aussi une chaîne YouTube qui tourne pas trop mal, ils ont du monde, ils m'ont pas répondu, donc on verra bien ce qu'ils pensent de la vidéo, j'ai pas grand chose à dire non plus. Ils ont beaucoup de kits en autonomie. On peut en sélectionner un au pif, donc là un en 5000 voltampères avec du Victron, de la batterie lithium, c'est une marque que je connais pas cette batterie là, une 48 volts. Ils mettent le détail du kit et puis voilà, il n'y a pas d'autre, on achète le kit ou alors éventuellement les contacts pour un devis. Upwatt que je connais que depuis que j'ai fait la vidéo sur le Solis, la vidéo où je m'énerve beaucoup. Eux en autonomie, ils ont quelques kits. Et effectivement, ils proposent du Solis et ils proposent aussi du Victron. Alors, lorsqu'on choisit par exemple Victron Pilontech, donc ils ont un kit dédié là pour du 5000 watts par exemple, et on peut changer les quantités. Là, on peut changer les batteries, on peut changer les quantités, mais par défaut, il y a une quantité de mise et un panier de validé. Et enfin, What You Need qui a quand même pas mal de matériel aussi sur son site. Au niveau des kits solaires autonomes, c'est assez largement du WKS, qui est en rupture de stock d'ailleurs récemment. Et plein de petits kits de type bateau solaire et autres. Bon, quand on rentre sur le kit qui nous intéresse, alors les noms des kits sont pas très clairs. C'est pas des puissances, c'est des classes. Bon, une fois qu'on a navigué un peu, on a compris le fonctionnement. Mais c'est pas très clair au début, mais si on lit entre les lignes, ça va. Donc on a la description du kit. Et puis, on a aussi la possibilité de changer les quantités si on le souhaite, si on veut rajouter des panneaux ou des batteries. Donc voilà pour la présentation des différents sites. Donc moi, les problèmes que j'ai rencontrés sur ces sites et que j'ai donc communiqué à chacun des protagonistes. Alors c'est générique, vous ne saurez pas sur quel site c'est mis en œuvre, vous irez voir. Alors, un des premiers points, c'est la confusion entre batterie gel AGM, entre électrolyte et type de batterie, entre usage et non commercial. Alors vous aussi vous avez certainement fait la confusion. J'ai sorti une vidéo il y a à peu près 2 ans, je crois, sur les types de batterie plomb, ou les types de batterie, qui est très très longue, qui fait 45 minutes, qui détaille bien la différence entre les électrolytes, entre les types de batterie, entre les épaisseurs de plaques. Et grossièrement, une batterie plomb n'est pas en opposition avec une batterie gel, puisqu'une batterie gel est une batterie plomb, mis à part les batteries lithium gel ou les batteries lithium liquide, mais on n'utilise jamais ces termes-là sur les batteries lithium, justement pour ne pas faire de confusion avec le plomb. Mais normalement, à partir du moment où on dit batterie gel, c'est une batterie plomb, une batterie AGM, c'est une batterie plomb. Lorsqu'on me dit une batterie gel a plus de cycles
Qu'une batterie, je sais pas moi, une batterie carbone, bah, elle peut être gel et carbone. On va me dire une batterie de cyclage mixte, avoir plus de cycles qu'une batterie AGM. Ben non, elles peuvent être aussi AGM. Donc il y a de la confusion. Et je pense que bah, si on se fie à la notice technique du produit, bon déjà il y a beaucoup de notices techniques, vous verrez dans ma vidéo sur les batteries, qui sont pas... Enfin on voit que des fois il y a anguille sous roche hein, sur certaines choses, il y a des impossibilités. Mais normalement si on se fie à la notice technique, bah, ça suffit pour le commercial pour faire une idée. Mais après, il peut croire que par exemple une batterie à décharge lente, c'est forcément une batterie GL ou c'est forte. Alors que décharge lente c'est juste un usage. Hein, donc faut pas s'attarder là-dessus, mais c'est dommage de la part de technico-commerciaux de confondre les batteries qu'ils vont conseiller, quoi. Bah, sauf sur batteries solaires, du coup, qui eux sont spécialisés dans la batterie et ils font aucune confusion. Le dimensionnement du stockage est systématiquement sous-dimensionné, à part peut-être chez APB et chez batteries solaires. Mais en général, en lithium, il manque le double, et en plomb, il manque 5 fois. Il le manque, parfois il manque beaucoup plus. En gros, la règle que je dis depuis bien longtemps déjà, si vous avez 1000 watts de panneau solaire, il vous faut au moins 2000 Wh de batterie lithium et au moins 5000 Wh de batterie plomb. Sinon les batteries elles vont crever en quelques jours en fait. Hein. Elles vont dépasser leur capacité de charge ou de décharge et garantie walou quoi. Vous n'êtes pas sûr d'avoir une installation qui marche. Les régulateurs MPPT onduleurs sont trop petits. Ça, c'est hyper régulier. C'est pas excessivement grave. Des fois, c'est un petit peu trop petit. Des fois, c'est beaucoup trop petit. Bon, bah, sur les micro-onduleurs, c'est systématique. Sur les onduleurs réseau, c'est systématique. Ils ont leurs raisons. C'est des raisons commerciales, principalement. Pour des raisons de rentabilité. Ils veulent pas surdimensionner le micro-onduleur. Moi, j'aime pas ça, hein, mais bon, c'est une affaire comme une autre. Pour les MPPT, bah, comme on est en autonomie, on aimerait bien quand même profiter de l'énergie solaire. Donc sous-dimensionner un MPPT, ça n'a pas beaucoup de sens. Bon, après, des fois, ils surdimensionnent les panneaux derrière pour couvrir l'hiver. Donc, bon, là, ça peut avoir du sens du coup, mais bon, ça n'empêche pas que c'est pas adapté, quoi. Mais c'est assez régulier, le sous-dimensionnement. Il y a une tendance quand même à classer les panneaux solaires en 12 et 24 volts. Alors, parce qu'en fait, historiquement, on avait des panneaux en 12 et des panneaux en 24. Et on avait des systèmes avec des régulateurs PWM. Donc il fallait que les panneaux aient la même tension que les batteries 12 volts ou les batteries 24 dans les bateaux, dans les camping-cars et autres pour que ça marche très très bien. Alors quand on dit la même tension, c'est que les panneaux 12 volts doivent être entre 17 et 22 volts. 17 en maximum power et 22 volts en open circuit. Et en tension ouverte. Et là on pouvait considérer que c'était un panneau 12 volts qui allait relativement bien marcher. À la fois en plein soleil et en soleil moyen. Il faut qu'il ait une tension assez élevée pour qu'en soleil moyen il produise. Et pas trop élevé pour éviter de perdre trop de puissance en plein soleil ou qu'il y ait un choc électrique sur les composants électroniques du régulateur. Et la tendance est restée, dès qu'il y a un nouveau panneau, un 400 watts, un 500 watts, ils ont tendance à les classer dans les 24 volts, les 12 volts, puis ils se trompent de plage de tension. Donc du coup les gens ils croient qu'ils ont acheté un panneau 24 volts. Bon, déjà, 24 volts, ça veut dire entre 34 et 44 volts. Donc, les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire, déjà. Donc, cette tendance à les classer, les panneaux, sans vraiment expliquer le pourquoi, puis après, les réutiliser en disant, bah, le commercial ou le mec qui fait les kits, il prend des panneaux 24 volts en disant, voilà, j'en mets 2, ça fait 48, le régulateur, il supporte 50 volts, bah, c'est bon, on met ça. Ah bah non, c'est pas bon. Donc, c'est une tendance. Ensuite, les MPPT ou les hybrides sont inadaptés aux panneaux ou aux batteries. Ça va un petit peu avec les régulateurs plus hauts, mais là c'est un peu plus grave. C'est écrit en rouge. Ah, c'est juste parce que j'ai changé de couleur à chaque ligne. Et puis je veux que ça se distingue. Donc qu'est-ce que je remarque, c'est que une fois de temps en temps, et c'est un peu tout le temps sur les mêmes sites, eh ben, les panneaux solaires, lorsqu'ils sont assemblés tels qu'ils préconisent, on dépasse la capacité en courant et en tension des MPPT ou des onduleurs hybrides qui ont un MPPT intégré. Et donc on va détruire l'appareil inévitablement. Et pareil, parfois on a même des appareils qui sont en incapacité de charger les batteries ou qui vont surcharger les batteries parce qu'ils sont mal calibrés ou la tension n'est pas bonne. La tension ne monte pas assez haut pour la batterie. Et les 3/4 du temps sur les hybrides, il n'y a pas de sonde de température. Donc on a des risques élevés d'abîmer la batterie, et comme très souvent ils mettent des batteries gel ou
au moins ils considèrent que c'est du gel, eh bien on se retrouve avec, avec des batteries qui vont pas durer très très longtemps. En parlant de sonde de température et de batterie gel, sur la partie du début, j'ai fait une vidéo sur la batterie Ultracell qui est une AGM, la UCG, et systématiquement sur la plupart des sites, c'est marqué que c'est du gel. Et lorsqu'on leur en parle, c'est assez mitigé. Ça va entre le commercial qui leur a dit que c'était du gel, que si c'est bien du gel, alors que non, Ultracell n'a jamais dit que c'était du gel, que oui mais, et puis d'autres, ah oui c'est vrai, et d'autres non. Je le redis parce que c'est une histoire d'honnêteté en fait. Sur les sections de câbles et les fusibles, moi j'ai vu qu'il y en avait pas mal d'inadaptés et de trop petits. Des fois ils mettent des multiples de 25 mm² pour faire, je sais pas, 150 mm², et puis des fois il faudrait 200 mm². Les sections, oui, c'est... Alors d'un vendeur à l'autre, ils pourraient se tirer dans les pattes entre eux hein, pour ça. Ils pourraient allègrement dire aussi, vous voyez là-bas, ils mettent pas assez de câbles. C'est récurrent. Et c'est pas forcément chez un fournisseur particulier. Des fois, il y a un kit où ça va être bon, et l'autre kit à côté, ça va pas être bon, parce qu'il y a un copier-coller, mais on va vouloir ajouter 2 panneaux, on va vouloir ajouter 2 batteries. Et donc, systématiquement, dans le kit, on se dit, bon, on rajoute que 2 batteries et 2 panneaux, donc ça ne va pas dépasser, bah si. Donc, c'est pas recalculé à chaque fois, c'est des kits un petit peu, qui mériteraient un petit peu plus d'attention. Et j'aimerais bien que les fournisseurs de kits s'intéressent un petit peu plus aux détails de ce qu'ils proposent, parce qu'ils ont eu tout le temps de le faire pour le proposer sur leur kit. Alors que quand ils font un devis, ils sont pressés, entre guillemets. Moi, quand je fais un devis, quand on me demande, moi j'ai des devis gratuits, mais j'ai mes conseils téléphoniques payants, et on passe du temps à dimensionner tout ça. Et effectivement, si les gens qui font des devis habituellement ne passent quasiment pas de temps et font n'importe quoi, mettent les mauvaises sections, les mauvaises protections et autres, évidemment qu'ils peuvent faire le devis gratuit rapidement, c'est évidemment. Mais là, pour les kits, on est quand même sur quelque chose qui est réfléchi à l'avance, qui est prémédité. Ouais. Donc on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est pas possible. Surtout que ça a une incidence énorme sur l'entreprise. Il doit avoir des retours SAV de dingue. Ou alors ils refusent tous les SAV, je ne sais pas comment ils font. En tout cas, moi je ne ferais pas comme ça. Alors, une forte tendance à négliger l'autodécharge par consommation à vide. Eh oui, c'est un fait. Il y a beaucoup d'appareils qui consomment à vide. Les onduleurs hybrides et puis les batteries elles-mêmes. C'est comme ça, plus ou moins. Je ne vais pas revenir sur le sujet, j'ai fait suffisamment de vidéos tests. Mais il faut en tenir compte dans le dimensionnement des batteries. Sinon, ça capote. Ça capote. Hein. On n'attrape pas le VIH, mais on se retrouve dans la merde quand même. Ça capote parce que au bout de 4 jours à peu près, le système tombe en rade sans avoir produit un seul kilowattheure. C'est récurrent aussi un petit peu partout. Je ne crois pas que ce soit un sujet qui est très porteur en fait, étant donné que ce sont souvent des personnes qui n'ont pas testé le matériel elles-mêmes ou alors qui n'ont pas jugé important. Et on voit bien dans la communauté internet aussi, les gens des fois ils me disent mais ça sert à rien de parler de la consommation à vide. Mais si, c'est la base. Si c'est la base. Moi j'ai horreur de ça. Les gens, vous imaginez, j'ai un client à qui je vendrais un kit solaire, il part en vacances en hiver, il consomme rien chez lui. Il revient, je sais pas, il part en vacances une semaine, il revient, tout est éteint, le congélateur est éteint. Il n'y a que le congélo qui a tourné ou le frigo, il n'y a pas des grosses consommations. C'est ballot. Ou le gars, il laisse en stand-by en disant, les panneaux solaires vont recharger, je reviens, il y aura l'énergie qu'il faut. Et il revient, il n'y a plus d'énergie dans les batteries. Parce qu'il n'y a pas eu assez de soleil. À la limite, il n'y a pas assez de soleil, les batteries lithium, elles sont censées se décharger que 3% par mois. Non. 20% par jour, bam. Non, je pense que c'est un peu trop négligé sur les kits. Alors, du matériel prêt à l'emploi, accompagné d'une décharge de responsabilité en cas de mauvais dimensionnement et de paramétrage. Oh là là, je recommence ma phrase. Il y a souvent dans les kits du matériel qui n'est pas prêt à l'emploi et qui est accompagné d'une décharge de responsabilité en cas de mauvais dimensionnement ou de paramétrage. Alors souvent, non, je ne sais pas si c'est souvent, je ne peux pas généraliser, mais moi c'est ce que j'ai constaté chez mes clients et sur certains sites aussi, que le matériel, débrouille-toi. Faudrait commander en plus le MK3 pour Victron pour paramétrer, faudrait avoir la petite formation qui va bien. Le matériel est livré, il n'est pas prêt à l'emploi, il n'est pas configuré en tension, il n'est pas configuré pour votre batterie, il n'est pas configuré pour votre panneau, il n'y a rien de réglé. Le contrôleur batterie, il n'est pas réglé, il n'y a rien qui est réglé, c'est à vous de le faire.
Éventuellement, vous pouvez demander une assistance en fonction du prix de votre kit. Ils vont être plus ou moins réceptifs. Mais il y a toujours des petites lignes dans les contrats, notamment sur les batteries, où il n'y a pas de garantie en fait. Il y a une garantie, mais il y a plein de petites conditions qui font que, comme c'est vous qui l'avez mis en œuvre, eh ben, ils ne reprennent pas. Et puis souvent, comme c'est la cause c'est le mauvais dimensionnement, mais que c'est vous qui l'avez mis en œuvre, que c'est vous qui l'avez paramétré, parce qu'ils ne l'ont pas... Donc moi, je trouve ça compliqué. Je vois bien qu'il y a 2 ou 3 entreprises qui font des efforts. Je citerai bien MyShop Solar. J'ai quelques exemples où il y a ils ont développé un service technique, ils ont développé quelque chose en plus. Enfin, dès que l'entreprise grossit un petit peu, dès que les vendeurs deviennent aussi installateurs, je crois que c'est leur cas, je ne suis pas sûr, du coup ils sont plus en mesure d'accompagner. Je ne sais pas si c'est une obligation, par exemple, de chez Victron pour les distributeurs Victron, c'est le cas, c'est une obligation, mais je ne sais pas si c'est à cause de ça. En tout cas, il y a certains vendeurs de kits qui sont aussi des professionnels sur le terrain. Donc, en fonction des vendeurs, il y a plus ou moins de compétences. Après, ça, je ne l'ai pas étudié. Alors, les causes ou les explications de ces erreurs. Alors, parce que moi, je considère que c'est des erreurs. Alors, pêle-mêle, c'est à la fois des choses qu'on m'a fait ressortir dans les réponses dans les mails, mais que j'ai aussi constaté chez les différents fournisseurs, que ce soit chez Shock Discount ou chez d'autres, que je connais bien, qui ne sont même pas dans la liste, ou même des hypothèses de ma part, mais qui à mon avis sont plutôt valides, pour comment on pourrait expliquer les différentes erreurs que moi je considère comme erreurs. On pourrait aussi expliquer que je me trompe moi-même, mais je ne suis pas certain. Sinon je ne ferais pas une vidéo telle quelle et je n'aurais pas constaté autant de problèmes sur le terrain via ces kits. Eh bien, il y a d'abord le fait qu'il y aurait une erreur informatique dans les données de fabricants. Une erreur d'information dans les données de fabricants. Ou une mauvaise interprétation commerciale. Donc, ce serait le fabricant qui aurait mis une petite erreur dans sa notice, ça arrive. Et peut-être que derrière, le technico-commercial a mal interprété ça et a réécrit sur le site une information erronée. Ça peut arriver, mais c'est vrai qu'au niveau législatif, normalement, ils sont responsables, mais nous sommes des humains, donc il peut arriver qu'il y ait un problème de transcription. Donc pourquoi pas. Une mauvaise communication ou du suivi tardif entre l'entreprise et le responsable du site internet. Alors c'est vrai que les sites internet ne sont pas forcément faits à résidence. Ils sont des fois sous-traités, où il y a des personnes qui s'en occupent, parce qu'ils peuvent être des salariés, et qui mettent à jour les produits, qui font des modifs. Ils ont une petite feuille, tiens, tu nous fais un kit avec ça, 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 puis le gars, il a la main sur le site et il fait ça. Puis des fois, on ne contrôle pas derrière, où il n'y a pas... ils n'ont pas le temps, où ils font confiance et tout. Et des fois, il y a des petites erreurs de communication. Et puis, en tout cas, c'est ce qui est avancé des fois pour dire, bon, bah voilà, c'est la faute au gars du site, il a pas actualisé. Pourquoi pas. Bon, sauf que ce sont des sites marchands. Il faut savoir que, à partir du moment où c'est un site marchand, c'est un magasin. Un magasin doit respecter la réglementation, les tarifs affichés et les conditions affichées directement dessus. Alors, je suis désolé, mais j'en vois beaucoup des sites marchands comme ça qui ont du mal à suivre la cadence des évolutions de tarifs et de ce qu'ils affichent eux-mêmes, les promotions et les tarifs. C'est un peu borderline, donc on est obligé d'avoir une certaine tolérance. C'est un peu moins rigoureux qu'un magasin Leclerc, par exemple, qui eux-mêmes, des fois, font des erreurs. Alors, un concours de circonstances. Donc là, en l'occurrence, c'est les évolutions matérielles. Lorsque les panneaux ils passent de 360 watts à 405, à 420, à 460, donc il y a des remplacements qui sont faits dans les références des produits. Et on se retrouve avec une référence d'un kit qui était en 1600 watts, mais qui passe en 2000. Donc on voit dans l'adresse URL que c'était un 1600, mais il est affiché comme 2000. Puis finalement, c'est un 2050. C'est pas tout actualisé. Et le régulateur solaire n'a pas été changé, ou l'onduleur n'a pas été changé, parce qu'en fait, au départ, c'était 4 panneaux. La personne qui a remplacé les panneaux s'est pas rendu compte qu'il fallait en mettre que 3. Enfin, ça, vous voyez, il y a une évolution des choses qui va vite en ce moment, d'ailleurs, et qui fait que ça crée des problèmes. Je le comprends, ça, tout à fait, mais ça nécessiterait qu'à chaque fois, on redimensionne un kit. Hein, je comprends que ça coûte de l'argent, mais il faudrait renommer, redimensionner, changer l'image, changer le contexte. À chaque fois. Dès qu'il n'y a plus de disponibilité de panneaux, on change de kit. On refait un kit, on redimensionne. Moi, je le fais, ça. C'est déjà compliqué pour moi. Alors, ça doit être compliqué pour eux. Des impossibilités techniques du site qui sont normalement corrigées au moment de la commande par un conseiller. Alors, je pense particulièrement aux sections de câbles
au nombre de MC4, aux petits accessoires des batteries, à des coffrets parafoudres, à des choses comme ça que peut-être ils ne sont pas référencés sur le site internet, ou alors lorsqu'on sélectionne une quantité, il n'y a pas l'automatisme qui dit bah voilà, à partir de telle batterie, il faut telle section de câble. Oui. Donc il est possible que le site internet ne soit pas tout à fait le reflet de ce qui va se passer au niveau de la vente, parce qu'il se peut qu'il y ait certaines ventes qui soient d'abord validées par des conseillers. Donc je ne sais pas. Ça peut être une des causes de ce qui est marqué sur le site. Peut-être que finalement, ils acceptent qu'il y a un certain nombre d'erreurs et ils le checkent après. Pourquoi pas. Une volonté de réduire le prix du kit pour s'aligner sur la concurrence. Ça c'est partout. C'est partout, c'est le fait de mettre un micro-onduleur beaucoup plus petit que le panneau, beaucoup plus petit, hein, je dirais, pas juste 10 watts. Le fait de mettre des régulateurs trop petits, des batteries trop petites, de systématiquement mettre 2 kWh de batterie pour un onduleur 10 000 watts, enfin, c'est aberrant, mais comme c'est une batterie hyper chère, bah, du coup ça correspond au kit que l'autre propose. Comme tout le monde se plante, en fait, eh ben, celui qui mettra le plus de batterie vendra moins. Pour ça, quand on est arrivé sur le site de batterie solaire, tout à l'heure, on s'est dit « Ah, le kit est à 11 000 €, on n'a pas envie de l'acheter. » Oui, mais il est bien dimensionné. C'est ça le truc. Donc, si le but c'est d'aller chercher le moins cher, bah, on va sur AliExpress directement, et puis on sait qu'on aura de la merde directement, et puis voilà, on va pas se plaindre. Mais là, l'idée, c'est que normalement, si on achète des kits sur des sites professionnels qui ont pignon sur rue, qui commencent à être connus, qui a priori ne vont pas fermer tout de suite, je ne suis pas sûr, on s'attend quand même à ce que ce soit, ce qu'on ait la possibilité d'ajuster le tir. Bon, c'est vrai que c'est une directive commerciale. Bon, c'est ce qu'on m'a répondu, c'est ce que j'ai constaté. Une méconnaissance du fonctionnement réel des produits sur le long terme. Alors ça, c'est sûr. Je connais quasiment aucun fournisseur de matériel qui ait 10-15 ans d'expérience sur les produits qu'ils vendent. D'abord, parce qu'il y a plein d'entreprises qui n'ont pas cet âge-là. Il y a plein de produits qui sont beaucoup plus jeunes que ça en termes de conception et de nouveauté. Et une fois sur le terrain, il y a plein d'installations qui ne servent pas à ce qu'elles pourraient servir. Je m'explique. Il y a beaucoup d'installations autoconsommation avec batterie qui, finalement, la gestion batterie, elle est très limitée. On se sert 1 kWh de temps en temps. On bride le truc, et puis ça passe parce qu'il y a EDF, on s'en rend pas compte, on n'a pas les contraintes, on n'a pas toutes les situations à risque. Elles arriveront plus tard, ces situations-là. Puis là, il faudra chercher une cause. Et si la cause c'est le mauvais dimensionnement, il sera peut-être trop tard pour la garantie. Oui. Donc c'est des choses qui peuvent passer à l'as. Et effectivement, dès qu'on a un nouveau produit qui arrive, il faudrait vraiment bien le tester. Et de temps en temps, c'est testé. Hein. Je vois bien que chez What You Did, par exemple, ils testent quelques produits, chez Shock Discount aussi. Mais moi, quand je repasse derrière Shock Discount, je teste des trucs qu'ils n'ont pas testé eux, et je vois des choses qui ne me plaisent pas, et eux disent, mais non, c'est pas grave, ça ne nous arrive pas chez nos clients. J'en sais rien, moi, ça m'arrive chez les miens, alors je sais pas. Donc, c'est pas le même monde quand même, le commerce et l'artisanat. Donc, moi, c'est mon point de vue d'artisan. Donc, le commerçant pourra dire le contraire éventuellement, mais... donc voilà, c'est ce que je voulais dire au niveau des causes. Je ne veux pas réinsister sur ce qu'il faut faire attention, j'ai juste fait ces constats-là. Je vais passer sur la partie éolienne, parce que des fois dans les kits, il y a des éoliennes. Et je ne vais pas parler des kits, je vais parler que des éoliennes. J'installe depuis un moment des éoliennes. Je travaillais beaucoup avec de l'éolienne américaine, qui était plutôt du haut de gamme, et de suiveurs solaires et tout un tas d'autres choses que j'ai installées dans ma vie. Je vais d'abord vous mettre un tout petit reportage, un petit passage que j'ai fait chez un de mes clients qui ne méritait pas vraiment une vidéo en elle-même, mais bon, j'ai eu un petit problème sur un régulateur éolien pour être dans le contexte. Et après, je vais vous parler des éoliennes que j'ai trouvées sur Internet. Je vais vous les montrer rapidement et je vais vous dire ce qu'il faut vérifier avant d'acheter. Je ne vais pas vous dire lesquelles sont mauvaises. Si j'en trouve des bonnes, je vous le dis. A tout de suite. Nous voilà de retour pour une petite vidéo sur un régulateur hybride. Alors c'est quelque chose qu'on trouve facilement chez différents revendeurs chinois comme Wish ou Amazon. Alors je suis pas très friand de ça, j'ai un de mes clients qui vient d'en acheter un. Et on a eu 2-3 petits soucis parce que c'est un appareil qui est annoncé hybride, c'est-à-dire qu'il est capable de gérer les panneaux solaires et une éolienne. Il est annoncé en MPPT, c'est-à-dire en régulateur qui laisse varier la tension de l'éolienne tout en chargeant au maximum.
Mais ce qui n'est pas dit, c'est que le régulateur du panneau solaire n'est pas en MPPT, donc on a deux régulateurs à l'intérieur, donc l'hybride n'a pas vraiment de sens, parce qu'en fait ce sont deux régulateurs séparés qui sont dans la même boîte. Ils sont effectivement branchés sur le même affichage et ils ont un lien entre les deux, c'est-à-dire que lorsque les batteries sont chargées, ils réagissent unanimement en voyant de l'énergie sur la résistance électrique qui est juste à côté. Donc l'intérêt de ce régulateur, c'est quand même de bien gérer les éoliennes, d'avoir l'affichage de la puissance et de la production, et de pouvoir régler le passage en mode résistance électrique, c'est-à-dire le freinage de l'éolienne, tout en continuant à produire, par exemple, avec des panneaux solaires. Alors là, les soucis qu'on a eu, c'est que sur la doc technique qui est ici, on n'avait quasiment pas de valeur, donc on a été obligé de les déterminer. Donc pour celui-ci, le panneau solaire, il ne faut pas dépasser 50 volts en entrée. Or, nous, on avait mis des panneaux en 70 volts, donc on a failli tout cramer. On croyait que c'était un MPPT. Et sur l'éolien, on peut monter à peu près à 70 volts. C'est pas très élevé, mais sur le régulateur, c'est bien marqué Low Voltage. Hein, avec un petit flou. Et les paramètres à l'intérieur, c'est pareil, ils sont un petit peu flous eux aussi, ils sont pas faciles à régler. Il faut savoir que dès qu'il y a un petit R devant le paramètre, ça veut dire résistance. Et on a un paramètre d'enclenchement de la résistance et de déconnexion de la résistance. Mais eux, ils mettent low connect à chaque fois. Donc c'est vraiment, il faut savoir l'interpréter. D'autant que la plupart des paramètres servent uniquement au pourcentage. Alors je ne sais pas si on voit avec la caméra, on ne voit pas très bien. Il y a marqué un pourcentage à un moment donné, voilà. Mais en gros, quand on paramètre, eh bien, on nous demande des valeurs de tension. On ne sait pas trop si c'est les tensions de l'éolienne, des panneaux solaires, des batteries. Eh bien, ce sont que des paramètres batterie qu'on rentre à l'intérieur. Quand la batterie est trop chargée, c'est-à-dire aux alentours de 29 volts, on arrête de charger avec le solaire, on freine l'éolienne, et puis quand elles sont un peu moins chargées, par exemple 26 volts, on peut relancer le système. C'est intéressant, ça m'a l'air assez fiable en termes de MPPT, mais c'est vrai qu'à la mise en service, ça nécessite un petit apprentissage des valeurs. Voilà, donc pour rappel, la valeur, je vous la montre en vidéo, mais si vous avez le même appareil, vous verrez dans la programmation, la valeur qui est marquée full, c'est la tension maximum des batteries pour dire qu'elles sont à 100%, ça correspond aussi à la tension maximum du régulateur solaire. Le low, ça correspond à la valeur à 0%, qui est aussi le paramètre pour déconnecter les appareils en 12 ou 24 volts. Les appareils tels que des lampes. Le paramètre Air Low, c'est la tension à partir de laquelle la résistance électrique est déconnectée, c'est-à-dire on laisse l'éolienne se relancer. Le paramètre Out, c'est la tension maximum au-delà de laquelle les consommateurs sont déconnectés. Et Air Out, c'est la tension maximum au-delà de laquelle la résistance électrique freine l'éolienne. C'est pas très clair quand on regarde le tableau, mais c'est de ça qu'il s'agit. Aucun courant d'affiché, on l'a déterminé à 40 ampères, mais on ne sait pas si l'appareil cramera. Bon, pour un régulateur à 130 € qui gère 800 watts d'éolien et 400 watts de solaire, on peut dire que c'est encore acceptable. On verra s'il dure assez longtemps. Donc nous revoilà pour les différentes éoliennes que l'on peut trouver sur le net. Donc j'ai pas fait de... Vous ferez les contrôles vous-même à chaque fois que vous trouvez une éolienne. Je vous fais l'exposition des différentes marques que j'ai vues, c'est non exhaustif. Donc là il y a la Aelos de 1 kW. Ma première remarque là, c'est que la taille semble correspondre. On verra après pourquoi. Celle-ci, la 10 watts, qui a l'air bien aussi. Les Great Watt, j'ai fait un test sur ma chaîne de ces éoliennes-là. Elles fonctionnent, c'est vrai que leur conception est un peu fragile. Ellie Blue, elle a l'air bien. Elle annonce toutefois une puissance assez élevée par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir. Il le justifie... par je ne sais quoi, une technologie, je ne sais pas si c'est vrai, je me méfierais un petit peu, je ne sais pas. Là c'est un hellopro.fr, c'est un site qui répertorie plein de fabricants, donc je ne le remarquerai pas après, mais vous allez voir le design c'est le même. Donc là il y a la Bornay qui est connue en fait, c'est une éolienne qui est assez connue. On peut aller voir, il y a qui la vend à chaque fois, donc vous avez là. En fait c'est un référencement de produits et vous avez le vendu par, vous pouvez aller sur le site à chaque fois, donc c'est comme un annuaire. Cette éolienne elle est pas mal. Ensuite il y a cette éolienne là qui est une basique qu'on trouve sur les pignons, vendue par Futurtech. Je crois que Futurtech n'existe plus, je ne suis pas sûr. Avec un régulateur comme vous avez vu juste avant. Une autre pareille qu'on voit aussi sur les pignons. Une éolienne verticale, elle ressemble un peu à celle que j'ai testée, comme le premier que j'ai montré tout à l'heure. Ces caractéristiques avaient l'air de coller par contre. Celle-ci, une assez grande éolienne, j'ai pas vu de choses à y redire. Celle-ci, c'est la même que l'éolienne américaine basique, qui est encore vendue par Futurtech. Sur le comptoir d'éolien, il y a pas mal d'éoliennes. La i500 Breeze.
La puissance me paraît un peu excessive. Istabreeze, ils en vendent pas mal. J'ai fait des tests Istabreeze sur ma chaîne. J'ai déjà donné mes conclusions dans la vidéo, vous irez voir. Ça, c'est une éolienne, c'est rigolo, j'ai mis, c'est une éolienne qui vole. C'est avec un parachute et la Kite Winter. Vous irez voir si vous voulez. H2R équipements qui font, je crois que c'est pour les bateaux aussi, ils ont eu la Silent Wind qui est quand même à un prix assez fort. Tessup qui font plein d'éoliennes apparemment. Là il y a US Tronic. On passe assez vite dessus parce que je vais donner mon avis technique après. La Maglev, c'est ça non? Éolienne verticale. Alors là, 800, 1000, 2000 watts, on ne sait pas trop. Il faut sélectionner. Il y a des caractéristiques. Je la trouve pas très grande. 1000 watts générateur, pareil. Avec un prix assez conséquent. Pareil, éolienne de 1000 watts, mais elle n'est pas grande en fait. Elle n'est pas grande pour une éolienne de 1000 watts. On en reparle juste après. 8000 watts, alors la photo, elle n'est pas du tout représentative. Elle doit faire 1,50 m de haut, l'éolienne, en tissu certainement. C'est marqué 8000 sur la photo, c'est affiché 5000 dans la documentation. Ça, c'est les éoliennes qu'on trouve sur Amazon. Celle-là, j'ai déjà testé sur ma chaîne. Celle-là aussi, j'ai déjà testé sur ma chaîne. Celle-là, elle avait l'air d'avoir des caractéristiques correctes. Vous voyez, elle est plus grande que celle d'avant, mais elle annonce que 200 watts. Donc elle est plus réaliste par rapport à ce qu'elle doit produire. Celle-là, j'ai déjà testé. Celle-là, elle affiche 600 watts. Ça a l'air correct. Celle-ci est toute petite. Ils annoncent rien du tout, mais elle est quand même à 1000 euros. Celle-ci, ils l'annoncent à 1500 watts, alors que c'est la même que celle que j'ai testée. C'est comme chez Vevor, c'est pareil, elle fait même pas 150 watts. Il y a un zéro de trop. Dans le prix aussi. Celle-là, ils l'ont mis à l'envers, je ne sais pas pourquoi, pour prendre la photo. Je l'ai testé aussi. C'est toutes les mêmes au bout d'un moment. Celle-ci, il n'y a même pas la puissance inscrite, il y a une tension. 700 watts soi-disant, c'est peut-être un peu petit pour 700 watts, je ne suis pas certain. 100 watts, oui, pourquoi pas. Du coup, elle n'était pas... Ouais, un peu cher même pour 100 watts. Là, je lis 1200 watts et en bas, c'est marqué 700. Ah oui, c'est 1248, 724. C'est la génératrice qui fait ça, c'est pas les pales. Je trouve ça bizarre. 300 watts pour celle-là, oui, pourquoi pas aussi. 500 watts celle-ci, c'est un peu beaucoup. 400 watts. Alors plus il y a de pales, plus ça tourne lentement. Hein. Donc si elle tourne pas assez vite, elle sera pas capable de produire la tension qu'on lui demande. Ça, pareil, c'est une éolienne qu'on trouve un petit peu partout. Elle est annoncée à 100 watts, pourquoi pas. Elle est pas trop excessive. Celle-là, je sais pas, c'est marqué 3000 watts, elle a l'air grande. Elle est un peu chère, il faut vérifier les caractéristiques. On voit plus bas que c'est marqué excellente puissance, 900 watts à 8 mètres secondes. Je ne connais pas sa qualité. Enfin bref, il y en a beaucoup des éoliennes comme ça, énormément d'éoliennes. 3700 watts, on met là la blague. 9000 watts, ah oui carrément. Et vous savez qu'il y a des gens qui se sont fait installer des éoliennes de pignon sur ces promesses-là. Hein. Ah, la photo est jolie. Hein. 800 watts pour celle-là, pareil, c'est une petite blague. Chez Watnuni, disons pas mal d'éoliennes. Que j'ai été voir rapidement. Bon, moi, c'est le prix que je trouve un peu élevé, mais bon, moi, je vous conseille de vérifier avec les règles que je vais vous donner après. Il y a beaucoup d'éoliennes que je connais déjà, de qualité, de haut de gamme. Je ne sais pas s'ils arrivent à les vendre, par contre. C'est pas facile à vendre, des éoliennes. Bergay, je crois. C'est du 20 kW, du 15 kW. Il faut de la structure pour poser ça. Chez Conrad, il proposait une petite 128 watts pour 1800 €. J'ai halluciné. Et enfin, là c'est un site internet que je vous conseille d'aller voir, windturbinemodel.com, qui référence tout un tas d'éoliennes du marché mondial, avec le petit drapeau qui va avec. On trouve rarement de toutes petites. 7005, on peut dire c'est une petite, mais quand même bien conséquente. Et ce sont en règle générale du bon matériel. Vous allez dessus, vous allez les fiches techniques, et là par exemple celle-ci, elle dit qu'elle fait 31,2 mètres carrés. Pour une puissance de 240 watts au mètre carré. Et une densité donc de 4,2 mètres carrés par kilowatt, c'est pareil. Donc il y a la courbe de puissance, je ne sais pas s'il y a un prix, mais je crois qu'il y a des références, marché en ligne, service. Je vous conseille d'aller voir ce site, franchement il est pas mal, si vous voulez une éolienne, il y a des référencements sympathiques. Ça ne veut pas dire qu'elles y sont toutes. Hein. Bon, bah alors maintenant, une fois qu'on a vu ça, je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus, sur toutes les éoliennes, parce que j'aurais critiqué plein de trucs, c'est que ce n'est pas trop de sens. Par contre, pour vous donner les points à vérifier quand vous achetez une éolienne, alors il y en a un dernier qui sera le prix, mais prix est relatif. Donc moi, je considère que le premier truc à regarder, c'est la surface par rapport à la puissance, la surface au vent. En règle générale, on est aux alentours de 250 watts au mètre carré, plus ou moins 50 watts.
Ça peut varier, parce que l'éolienne est plus ou moins performante, parce que les pales sont plus ou moins grandes, parce que ci, parce que ça. Mais normalement, une éolienne correctement construite, qui n'est pas nécessairement une éolienne de 100 mètres de diamètre, hein, dans la gamme micro-éolien, on va dire, on est proche des 250 watts au mètre carré. Alors quand on dit que c'est des watts, c'est la puissance qui est souvent aux alentours de 80 km/h. C'est la puissance un petit peu avant la... C'est pas la puissance max, c'est la puissance considérée nominale, parce qu'il n'y a pas de norme en éolien. Enfin, il y en a peut-être, mais en tout cas, la plupart du temps, elle n'est pas respectée. C'est la puissance qu'on devrait constater avant qu'elle ne freine, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire qu'une 250 watts, si elle fait 1 mètre carré, elle va produire les 3/4 du temps entre 50 et 80 watts. C'est pas comme le soleil, hein. C'est fonction du vent de toute façon. Et pour maintenir 250 watts sans freiner, c'est pas facile. C'est-à-dire que le vent, il fait des rafales, pour être à la limite avant le freinage, c'est pas facile. Donc normalement, on se cale sur cette valeur-là, bon, plus ou moins 50 watts si vous voulez, il peut y avoir des petites variantes, avec des éoliennes parfaitement performantes et autres, mais faut pas déconner non plus. Même si vous doublez la valeur, vous n'irez pas au-delà. Donc c'est la base, moi je considère que c'est la base. Si toutefois ça colle pas et vous savez que l'éolienne est de très grande qualité, qu'elle est réputée, tout ça, moi c'est une valeur forfaitaire un peu ça. C'est un peu comme les ampères par millimètre carré dans les câbles, c'est forfaitaire, ça se recalcule normalement. Mais il faut bien que je vous donne un élément pour comparer. Donc je pense que cet élément-là est très déterminant pour savoir si c'est une arnaque ou pas, s'ils se foutent de nous. Hein. Et ça concerne uniquement la partie mécanique de la voilure de l'éolienne. Après, il faut que la génératrice soit correcte derrière, mais ça vous ne pouvez pas le savoir. Mais en tout cas, si l'éolienne annonce des puissances astronomiques par rapport ne serait-ce qu'à la surface, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, bon, ça peut vous donner une idée, pour une éolienne horizontale, à axe horizontal, 1 mètre de diamètre, ça correspond à 196 watts. 2 mètres de diamètre, 785 watts. 3 mètres de diamètre, ce qui est déjà grand, 3 mètres de diamètre, 1767 watts. Et 4 mètres de diamètre, 3141 watts. Ça veut dire que c'est aussi la puissance qu'il faut s'attendre à envoyer dans des résistances. Donc si vous avez une éolienne qui est censée faire 2000 watts et qui est fournie avec une résistance de 1000 watts pour freiner, ça ne marchera pas, elle ne freinera pas. Donc c'est de la cohérence. Pour les éoliennes verticales, c'est le double. C'est-à-dire que comme c'est la surface au vent, il faut compter la moitié de la surface. Et encore là, on fait abstraction du fait que l'autre moitié est force contre le vent. Donc il faudrait encore majorer de 20%. Mais pour un calcul à la louche, vous prenez la largeur, la hauteur, ou le diamètre, la hauteur, et donc le diamètre, vous le divisez par 2, donc vous prenez le rayon, la hauteur, et ça vous fait la surface. Et vous allez voir qu'il y a plein d'éoliennes verticales qui vont vous paraître toutes petites, d'un seul coup, par rapport à ce qui est écrit. Et enfin, les autres points, c'est de la logique, je vous les donne, mais vous ne serez peut-être pas en mesure de connaître la résultante de ces points. Donc la cohérence des valeurs électriques, si vous n'êtes pas électricien. Par exemple, une éolienne qui est donnée pour faire 12, 24, 48, mais qu'on ne vous propose pas de rebobiner. Donc, si ce n'est pas une éolienne multitension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couplage de génératrice qu'on change à l'intérieur, eh ben, c'est une éolienne qui à l'origine est d'abord une 12 volts. Et effectivement, il faudra qu'elle tourne 2 fois plus vite pour du 24 et encore 2 fois plus vite pour du 48. Eh ben, ça veut dire qu'en 48, elle va démarrer 4 fois plus tard qu'en 12 volts et elle va s'arrêter plus tôt. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en 12 volts, elle ne va pas produire autant qu'en 48. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, donc il va y avoir un petit problème. Donc ces éoliennes-là, parfois, il y a une astuce qui est donnée, c'est qu'elles sont proposées que en 12 volts et il y a un MPPT derrière et c'est l'éolienne elle-même qui va jusqu'à 48 et le MPPT fait le travail. Pourquoi pas? Mais les cohérences techniques, les sections de câbles, un demi-millimètre carré pour faire passer 15 ampères ou 20 ampères, il faudra faire gaffe. Il y a plein de petites choses comme ça, mais ça se voit dans la conception du truc. S'il n'y a pas de fusible, s'il n'y a pas de sectionneur, s'il n'y a rien, si on ne peut rien vérifier, cohérence technique. Qualité des matériaux, alors moi je pense surtout au corps de l'éolienne et à la fabrication des pales. Quand c'est du pauvre plastique à 2 balles, si c'est pas résiné, si c'est pas protégé par une bonne peinture, si c'est, elle va pas durer longtemps l'éolienne. Voilà, qualité des matériaux. Le problème c'est que si vous l'avez pas entre les mains, pas facile. La régulation et le freinage, j'en parlais un petit peu avant. Bon s'il y a un freinage qui est de puissance inférieure à l'éolienne, il y a un problème. Si le freinage est pas explicitement expliqué dans la notice, vous savez pas trop comment ça opère, comment ça régule, comment, on sait pas. La disponibilité des pièces détachées. Alors, c'est oui et non. Parce que s'il y a beaucoup de pièces détachées d'annoncer sur le site, ça veut peut-être dire que ça va arriver souvent de les changer. Mais toutefois, s'il y en a de disponibles, quitte à les changer, autant qu'elles soient disponibles. Et si le fournisseur est assez ancien et qu'il en vend depuis suffisamment longtemps, c'est normal qu'il y ait des pièces détachées parce que des fois, au bout de 4 ans, il faut changer les roulements ou il faut changer, quand on fait des courts-circuits ou des erreurs, il y a des cartes électroniques à changer. C'est bien de savoir qu'on peut réparer.
la possibilité de visiter une installation existante. Alors une vraie installation existante, hein. Pas une installation phare de votre commerciaux préféré, si vous voulez. Ah si vous voulez, mais des fois, ce n'est pas des installations très anciennes, et ce n'est pas forcément des installations très représentatives. L'idée, ce serait d'avoir quelqu'un qui a la même chose chez lui, et qu'il ne fasse pas de la pub pour la boîte qu'il a installée. Mais bon, après, j'ai moi-même fait visiter des installations à moi avant de vendre des produits. Je laissais le client donner son avis, mais bon, en général, quand c'est un commercial, il peut aussi prendre le pas pour vendre son truc. Bon, pareil, hein, oui, les témoignages des gens. Et puis se méfier des modes, alors c'est compliqué à dire, les modes d'achat bizarres et les promesses farfelues. Ça paraît bizarre, mais quand vous voyez des éoliennes qui sont affichées à 10 000 watts, qu'il faut acheter en pré-achat ou avec des paiements différents, ou avec des promesses farfelues aussi, ça peut être démarre au quart de tour dès qu'il y a une brise. Oui, c'est bien qu'elle démarre, mais est-ce qu'elle produit? Oui, elle va jamais s'arrêter, elle va tenir les typhons. Voilà, ça va tenir 400 km/h de vent. Ouais. Les promesses farfelues, a priori, c'est du vent. Vous voyez? Si ça ne l'est pas, il faut que ce soit appuyé techniquement, parce que ce serait dommage que vous mettiez une éolienne à un endroit fragile, sur lequel justement vous avez acheté l'éolienne très très solide parce qu'elle s'appelle Typhon, ou je ne sais quel autre nom de vent, et puis qu'en fait quand elle casse, elle vous envoie la moitié des pièces mécaniques dans la fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'elle vous emporte le câble électrique, qu'elle fait un incendie sur les batteries, et puis oui, c'est bien d'avoir des promesses. Les vendeurs, des fois, ils savent que vous installez ça à un endroit où c'est pas assuré, où personne ne va les poursuivre. Donc non, il faut quand même faire attention à ce qu'on achète. Alors moi aujourd'hui, j'ai pas de vendeur d'éoliennes, j'ai pas de fournisseur d'éoliennes, j'ai très peu de clients en éolien. Je travaille beaucoup avec de l'occasion et j'en installe presque plus de l'éolienne. Donc c'est vrai que conseiller une éolienne, à chaque fois j'en ai testé une sur ma chaîne, je n'étais pas toujours satisfait du résultat. Donc je ne peux que vous donner ces conseils-là. Donc j'espère que ces conseils sur les kits autonomes et sur l'éolien vous ont servi, parce que j'ai pris du temps pour le faire. Je dirais pas que j'ai bâclé la vidéo, parce que là j'ai fait le montage en une journée. Mais ça traînait depuis un petit moment et je me suis dit, les choses à dire, il faut les dire. Et c'est peut-être pas la peine de faire trop de graphiques, de courbes et de machins dans tous les sens. Donc, et c'est pas la peine de faire une vidéo de 10 minutes non plus. Ni même 1h30, ni même de live. Je me serais marré en live à aller débunker les éoliennes, les machins. Peut-être je le ferai un jour, mais c'est pareil, je veux pas d'emmerde avec ça. Donc voilà, j'ai donné les briques pour que vous puissiez faire votre Lego. Bien sûr, tout ça, c'est des choses que j'applique d'habitude quand je fais mes conseils techniques. Hein, donc... Et vous ne vous étonnez pas si je vous rétorque la même chose lors d'un conseil téléphonique. En vous souhaitant une bonne journée et puis faites le bon choix. Au revoir.